Quand la police de Dinan, en Belgique, a décroché le téléphone, la voix à l'autre bout a immédiatement dit qu'elle était prête à révéler l'endroit où trouvait Élodie, disparue il y a quelques semaines. 1 minute plus tard, le téléphone a été raccroché et une patrouille est immédiatement partie pour une vieille ferme dans les bois de la commune de Houillet. Le bâtiment a été rapidement trouvé. La porte d'entrée n'a même pas eu besoin d'être forcée. Elle était simplement déverrouillée. Après avoir inspecté les pièces vides à l'étage, les policiers sont descendus au sous-sol. Là, ils ont vu exactement ce à quoi ils s'attendaient après l'appel. Sur le sol en terre battue humide gisait une petite silhouette couverte d'une vieille couverture. C'était Élodie, que toute la ville avait cherchée en vain pendant près d'1 mois. Les techniciens de la police scientifique ont rapidement confirmé que la déshydratation et l'hypothermie étaient la cause de la tragédie. Aucune autre cause ou trace d'intervention n'a pu être établie. Tout semblait indiquer qu'Élodie avait simplement été amenée ici et laissée seule, sans que l'on tente de lui causer un dommage direct. Les enquêteurs s'étaient presque résolus à la version d'un ravisseur inconnu lorsqu'ils ont remarqué les dessins sur les murs du sous-sol. Des lignes simples, voire négligées, tracées au crayon de couleur, représentèrent des motifs enfantins ordinaires. Mais parmi eux, se trouvait un dessin qui a attiré une attention particulière. Il représentait une figure à 2 visages et une courte inscription. « Maman ne me donne rien à boire ». C'est précisément ce dessin qui a poussé l'enquête à s'éloigner de la version initiale d'un enlèvement par un étranger et à concentrer son attention sur l'entourage proche d'Élodie. Dès les jours suivants, il s'est avéré que la police avait regardé dans la mauvaise direction depuis le début. Si vous aviez été dans la petite ville de Dinan à l'automne 2003 et que vous aviez demandé à n'importe quel habitant quelle était la famille la plus connue, vous auriez obtenu la même réponse. Céline et sa fille, Élodie. En ville, pratiquement tout le monde les connaissait. Des photos de cette famille apparaissaient régulièrement dans les journaux locaux et les articles répétaient toujours la même histoire. Céline s'efforçait de toutes ses forces de guérir sa fille unique d'une maladie rare et mystérieuse. Pour les habitants de Dinan, cette histoire était bien connue et faisait depuis longtemps partie de la vie quotidienne. Les voisins ont raconté pratiquement la même chose aux enquêteurs. Ils ont décrit Céline comme une mère exemplaire, dont toute la vie tournait autour d'Élodie. Une femme âgée, qui vivait en face, a dit à la police que d'autres mères admiraient Céline et sa patience et son abnégation. Aux yeux des autres, Céline était une personne qui consacrait toutes ses forces et son temps à aider sa fille. Cette impression était liée non seulement au contact personnel, mais aussi au reportage dans la presse. Dans les journaux de l'époque, de nombreuses publications racontaient comment Céline organisait des collectes de fonds pour le traitement d'Élodie. Presque chaque article était accompagné d'une photo de Céline souriante et d'Élodie, qui semblait très fragile et perdue. Les habitants de la ville, lisant ces reportages, voulaient sincèrement aider et participaient activement aux actions caritatives. Grâce aux publications, les gens avaient l'impression indubitable que la famille avait réellement besoin de soutien. De plus, Céline tenait activement son propre blog, dans lequel elle décrivait en détail chaque nouveau diagnostic et chaque visite chez le médecin. Elle décrivait les symptômes de la maladie de sa fille avec tant de détails que les lecteurs croyaient facilement à ce qui se passait et sympathisaient. Céline écrivait comment elle devait surmonter l'indifférence des médecins et les difficultés bureaucratiques pour obtenir les examens nécessaires. Plus ces publications apparaissaient, plus de personnes se sentaient touchées par son histoire. Lorsque la police a examiné le dossier médical d'Élodie, les enquêteurs ont trouvé devant eux une immense archive pleine de diagnostics contradictoires et de conclusions médicales peu claires. Les symptômes apparaissaient soudainement, semblaient extrêmement graves, mais disparaissaient rapidement après l'admission à l'hôpital. Les médecins n'ont pu trouver aucune explication exacte à ce qui arrivait à Élodie. Pourtant, personne n'a posé de questions supplémentaires, car même l'idée qu'une mère puisse faire du mal à sa propre fille semblait irréaliste. Céline elle-même donnait aux médecins l'impression d'une personne très exigeante et attentionnée. Elle insistait sur des examens supplémentaires, cherchait constamment de nouvelles consultations et se disputait même avec les médecins
si leur réponse lui semblait insuffisante. Un tel comportement convainquait les médecins de la sincérité de ses intentions. Aucun des médecins n'a eu l'idée de douter de la véracité des paroles de Céline, tant elle se montrait sûre d'elle. Quand il a été annoncé qu'Élodie n'était plus là, les habitants de la ville ont immédiatement pris le parti de la mère. Céline était perçue comme une personne qui avait traversé une tragédie et qui avait perdu ce pourquoi elle vivait. À ce moment-là, personne à Dinan ne se doutait qu'une vérité complètement différente pouvait se cacher derrière l'histoire habituelle. Le 12 septembre 2003, vers 4h30 de l'après-midi, la police de Dinan a reçu un appel urgent de Céline. La femme a informé le répartiteur que sa fille Élodie avait disparu du parc public sur les rives de la Meuse. Selon Céline, elle avait constamment gardé Élodie à l'œil, ne l'avait pas quittée des yeux. Mais littéralement en un instant, la jeune fille avait simplement disparu. La voix de la femme était agitée. L'opérateur a eu du mal à comprendre les détails du signalement, mais il est devenu évident, la situation était grave. La police est rapidement arrivée au parc, a bouclé la zone et a commencé à vérifier le lieu de la disparition. Plusieurs dizaines de personnes qui se trouvaient là, à ce moment-là, ont été immédiatement interrogées. Les témoins ont dit à la police qu'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Les gens ont décrit cette journée comme tout à fait normale. Des familles se détendaient, des enfants couraient et jouaient près des aires de jeu. Personne n'a remarqué d'étrangers ou de personnes suspectes qui auraient pu attirer l'attention. Lors d'un interrogatoire plus détaillé des témoins oculaires, les enquêteurs ont établi qu'Élodie était avec sa mère pratiquement 1 minute avant sa disparition. Les témoins ont confirmé qu'ils les avaient vus ensemble et n'avaient rien remarqué d'étrange. Céline était dans un état de choc émotionnel intense et n'a pu que difficilement répondre aux questions de la police pendant les premières heures de la recherche. Son état a été décrit dans les procès-verbaux comme proche de la panique. Les forces de l'ordre ont fouillé minutieusement le parc et les zones adjacentes. Elles ont inspecté chaque aire de jeu pour enfants, vérifié les buissons et les rives du fleuve, éclairé chaque recoin qui aurait pu fournir le moindre indice. Mais l'inspection n'a donné aucun résultat. Ni objet ni trace n'ont été trouvés, qui auraient pu indiquer la présence d'un étranger ou le déplacement d'Élodie vers un autre endroit. L'enregistrement de l'appel de Céline à la police a ensuite été examiné en détail par les enquêteurs. L'analyse de l'appel a révélé que le comportement et l'intonation de la femme semblaient naturels et convaincants. Cela a convaincu les enquêteurs qu'ils pouvaient faire confiance à son récit. Les voisins et les connaissances qui sont venus chez Céline ce soir-là ont confirmé l'état émotionnel grave de la femme, son inquiétude et son désespoir face à ce qui s'était passé. À la fin de la journée, l'enquête était dans une impasse. Après avoir vérifié chaque témoignage et examiné le parc, la police n'a rien trouvé qui puisse expliquer la disparition d'Élodie. Aucune trace de lutte ou d'intervention étrangère n'a été constatée. Il semblait que la jeune fille avait disparu d'elle-même, sans causes étrangères et sans circonstances visibles. Et bien que les enquêteurs n'ayant pas de clarté à ce moment-là, ils devaient bientôt recevoir le premier indice qui pourrait orienter le cours de l'enquête dans une direction totalement inattendue. La dernière personne à avoir vu Élodie ce jour-là était une voisine de Céline, un homme âgé de 78 ans. Au début, ces déclarations n'ont même pas été enregistrées dans le dossier. Les policiers ne leur ont pas accordé beaucoup d'importance, considérant les souvenirs de l'homme âgé comme peu fiables et confus. Mais plus tard, lorsque la situation est devenue encore plus confuse, les détectives ont décidé d'examiner attentivement chaque témoignage. Selon le procès-verbal d'interrogatoire, le voisin a informé la police qu'il avait vu Céline à peu près au même moment où Élodie, selon ses dires, avait disparu. Il a raconté que la mère et la fille sortaient ensemble du parc, se tenant par la main. L'homme âgé n'a pas pu décrire cette image en détail immédiatement, mais a finalement ajouté un détail très important qui a fait réfléchir les policiers. Il a déclaré que le visage de Céline lui avait semblé inhabituel, voire effrayant. Une note est conservée dans le procès-verbal où l'homme dit que son expression était mauvaise, comme il ne l'avait jamais vue chez Céline auparavant. En marge de cet interrogatoire, une courte note d'un détective a été trouvée plus tard, indiquant que le témoin était âgé et qu'il y avait pu avoir des confusions
dans ses souvenirs. Cependant, les enquêteurs ont tout de même enregistré ces déclarations et ont décidé de ne pas les rejeter définitivement. Les informations commençaient à s'écarter de ce que les autres témoins oculaires avaient vu. Et pour la première fois dans l'enquête, la possibilité que tout ne soit pas vrai dans le récit de Céline elle-même est apparue. Les policiers ont décidé d'examiner la mère de plus près. Céline n'avait auparavant éveillé aucun soupçon chez eux, mais maintenant les enquêteurs étaient contraints de vérifier ces déclarations plus attentivement. Les détectives ont décidé d'examiner minutieusement la voiture de la femme, une Peugeot familiale, qui se trouvait ce jour-là tout près du parc. La première inspection de la voiture n'a révélé aucune preuve évidente. Il n'y avait pas d'objet étranger à l'intérieur, rien d'inhabituel qui aurait pu attirer l'attention de la police. Mais ensuite, l'un des détectives a remarqué un détail étrange. Un petit morceau de papier gisait sur le sol entre les sièges avant. Il semblait que quelqu'un avait délibérément essayé de le cacher en le glissant sous le siège de manière à ce qu'il ne soit pas immédiatement visible. Lorsque le papier a été déplié, il s'est avéré que c'était une photo d'Élodie, prise il y a quelques années. Au dos de la photo se trouvait une courte phrase manuscrite que les détectives ont immédiatement envoyée pour examen graphologique. Cette inscription a alarmé l'enquête. La personne qui l'avait écrite affirmait qu'Élodie n'aurait pas dû naître. À ce stade, les enquêteurs ont compris que l'affaire prenait une tournure totalement inattendue. L'image jusqu'alors impeccable de la mère a vacillé pour la première fois à leurs yeux. Céline, que l'on avait regardée avec compassion et pitié, pourrait cacher quelque chose. Aucun des policiers ne voulait le croire, compte tenu de sa réputation et de son image publique. Mais le fait restait un fait. Toute la ville était déjà convaincue de l'innocence absolue de Céline, mais la police ne pouvait ignorer les nouvelles circonstances et a décidé de vérifier ses déclarations plus attentivement. Dans les jours à venir, les enquêteurs allaient apprendre encore quelques faits qui allaient changer définitivement la direction de l'enquête. Après l'apparition de la photo, l'enquête a brusquement changé de direction. Hier encore, Céline était considérée comme une partie lésée, une femme qui avait traversé l'impensable. Mais maintenant, les enquêteurs commençaient à la regarder différemment. L'attention de la police s'est concentrée sur la voiture, une Peugeot 206 grise, garée sur le parking près de la maison de Céline depuis la disparition d'Élodie. Lors de la nouvelle inspection de la voiture, les détectives ont trouvé non seulement la photo déjà trouvée sous le siège, mais aussi une deuxième photo, cachée dans la boîte à gants. On y voyait Élodie très petite, dans une chambre d'hôpital, le bras bandé. La photo semblait ancienne, les bords étaient usés. Au dos de la photo, une courte note avait été faite au stylo à billes. Il n'y avait pas de date, pas de signature ni d'explication. Seulement une seule phrase. Elle n'aurait pas dû naître. La photo a été immédiatement envoyée pour expertise. Le rapport graphologique, arrivé quelques jours plus tard, a confirmé la supposition des enquêteurs. L'écriture appartenait très probablement à Céline. Les laborantins ont relevé des caractéristiques, la pression, les traits, l'inclinaison des lettres. Tout correspondait aux échantillons que la femme avait laissés lors des interrogatoires et du remplissage des documents. Ce fut la première preuve directe reliant la mère aux événements précédant la disparition d'Élodie. Les détectives ne pouvaient expliquer pourquoi Céline avait ces photos dans sa voiture, et encore moins ce que signifiait l'inscription au dos. La femme elle-même a affirmé n'avoir jamais vu ces images, et si elle avait écrit quelque chose dessus, elle ne pouvait se souvenir des circonstances. Les enquêteurs ont consigné ces paroles, mais les doutes s'étaient déjà installés. Lorsque les éléments de l'expertise ont été ajoutés au dossier principal, l'attitude envers Céline a définitivement changé. Elle a été convoquée pour un nouvel interrogatoire en présence de représentants du parquet. Le comportement de Céline a surpris les enquêteurs. Elle était calme, posée et répondait sans hésitation aux questions. Cependant, ses réponses contredisaient souvent les faits. Par exemple, Céline a affirmé n'avoir pas utilisé la voiture depuis la disparition d'Élodie, bien que l'expertise ait montré que le moteur avait été démarré au moins 2 fois depuis ce jour. Peu à peu, de plus en plus de petits détails s'accumulaient dans l'affaire, qui ne correspondaient pas à l'image de la mère impeccable.
Les médecins de la clinique où Élodie avait été traitée auparavant se sont souvenus que Céline apparaissait parfois sans rendez-vous et exigeait un examen urgent de sa fille. Des voisins ont remarqué que Céline, dans les dernières semaines avant la disparition, semblait fatiguée, irritable et distante. Tout cela, pris ensemble, rendait son comportement suspect. Lorsque les enquêteurs ont recoupé les témoignages, les expertises et les éléments trouvés, il leur est apparu clairement que Céline pouvait avoir été non seulement une témoin oculaire, mais aussi une participante aux événements. Une nouvelle désignation est apparue dans les dossiers. Suspecte préliminaire numéro 1. Cette décision a été prise en silence, sans annonce publique. Le public continuait de considérer Céline comme la victime d'une tragédie, et les policiers comprenaient qu'une accusation directe sans preuve suffisante déclencherait une vague d'indignation. Néanmoins, l'enquête s'était déjà réorientée en interne. Toutes les nouvelles étapes étaient désormais examinées sous l'angle de la possible implication de Céline elle-même dans la disparition d'Élodie. Une nouvelle phase de l'enquête s'ouvrait à eux. La vérification des données médicales et les demandes auprès des cliniques qui devaient confirmer ou infirmer cette version. Après avoir reçu le premier indice sérieux concernant Céline, les enquêteurs ont décidé de creuser davantage. Les détectives ont commencé à examiner les documents financiers liés aux nombreuses collectes de fonds pour le traitement d'Élodie. Ces papiers, qui n'avaient auparavant suscité aucune question, étaient maintenant sur la table de l'enquête et révélaient une image totalement différente. Les policiers ont vérifié les relevés bancaires, les virements et les comptes sur lesquels les dons des habitants de la ville et des personnes compatissantes d'autres régions étaient reçus. Des dizaines de virements figuraient dans les documents, et au début, tout semblait tout à fait normal. Les montants étaient régulièrement versés sur le compte, une partie était immédiatement envoyée aux établissements médicaux et aux consultations de spécialistes. Cependant, peu à peu, les policiers ont remarqué une autre facette de l'activité financière de Céline. Parmi les nombreuses écritures, des dépenses étranges ont été trouvées, qui ne correspondaient en aucune façon aux objectifs déclarés des actions caritatives. Les relevés faisaient état d'achats de vêtements coûteux dans des magasins de luxe, de paiements réguliers dans des restaurants élitistes et même de factures de voyage dans des hôtels chers en dehors de la ville. Pour la police, il est devenu évident qu'une partie de l'argent collecté pour le traitement était dépensée à des fins totalement différentes. Les enquêteurs ont décidé de parler à l'ex-mari de Céline, qui vivait séparément à ce moment-là et ne participait pratiquement pas à la vie de famille. Ces déclarations ont apporté un éclairage supplémentaire sur la situation. L'homme a expliqué à la police qu'il avait quitté la famille bien avant ces événements précisément à cause de questions financières. Selon ses dires, Céline affirmait constamment que tout l'argent était dépensé pour les examens et les médicaments d'Élodie. Mais lorsqu'il posait des questions plus précises, les réponses de sa femme devenaient évasives et se transformaient ensuite en conflit. Il a raconté aux enquêteurs qu'il avait longtemps essayé de fermer les yeux sur ces contradictions, car il croyait sa femme et voyait son souci pour leur fille. Mais peu à peu, les soupçons se sont renforcés. Les factures de traitement augmentaient, tandis que l'état d'Élodie restait incertain et ne s'améliorait pas. Finalement, il a décidé de partir, sans jamais obtenir de réponse claire de Céline à ses questions sur les finances. Après l'entretien avec l'ex-mari, la police a de nouveau examiné les reçus et les virements bancaires. Maintenant, les détectives voyaient déjà clairement que la situation, qui semblait absolument transparente, présentait des signes de fraude. L'argent, qui avait été reçu pour sauver Élodie, était utilisé pour les besoins personnels de Céline. Personne en ville ne le savait, et personne n'aurait pu s'en douter. Tout cela jetait une lumière complètement différente sur le comportement de Céline et ses véritables motivations. À ce stade de l'enquête, la police a eu pour la première fois une claire supposition sur les motifs d'un éventuel crime. Céline aurait pu craindre que la vérité sur l'utilisation abusive des fonds ne soit révélée. Peut-être Élodie avait-elle commencé à remarquer ou même à dire quelque chose qui pourrait révéler la vérité. C'est ainsi qu'apparaît pour la première fois dans les dossiers la version selon laquelle la jeune fille était devenue un témoin involontaire des manigances financières de sa mère et représentait une menace qui pouvait détruire le plan soigneusement élaboré. Maintenant,
Les enquêteurs devaient recueillir des preuves qui confirment cette version. Le comportement de Céline lors d'un autre interrogatoire a fait douter les enquêteurs de sa lucidité et de sa capacité à comprendre ce qui s'était passé. Si la femme s'était auparavant montrée sûre d'elle et avait répondu calmement aux questions de la police, ses réactions cette fois-ci étaient complètement différentes. Selon la transcription du 3e interrogatoire, le détective a posé une question simple et claire sur les événements du jour de la disparition d'Élodie. Il a demandé à Céline de reconstituer la chronologie de ses actions le 12 septembre aussi précisément que possible. La réponse enregistrée dans le procès-verbal a surpris même les policiers expérimentés. La femme est restée silencieuse pendant quelques minutes, puis a répondu qu'elle ne se souvenait de rien de ce jour. Elle a utilisé le mot « vide » pour décrire ses propres souvenirs. Selon les détectives qui ont mené l'interrogatoire, son comportement était inhabituel et inquiétant. La femme était souvent distraite, fixait un point, évitait le contact visuel et commençait périodiquement à parler d'elle à la 3e personne. Une phrase de Céline, prononcée avec une conviction et une fermeté totale, est notée dans le procès-verbal. Céline n'aurait pas pu faire ça. La suspecte a dit cela comme s'il s'agissait d'une autre personne et non d'elle-même. Les détectives ont tenté de clarifier pourquoi la femme parlait d'elle de cette manière, mais n'ont reçu aucune réponse claire. Au contraire, après cela, Céline s'est repliée sur elle-même et a refusé de donner des explications ou de poursuivre la conversation sur le fond. En outre, le procès-verbal d'observation du psychologue fait état de changements d'humeur brusques et inexplicables de la suspecte. Céline pouvait éclater en sanglots inopinément et quelques minutes plus tard devenir absolument calme et même sourire, comme si rien ne s'était passé. Ces moments de comportement ont immédiatement soulevé de sérieux doutes chez les enquêteurs. La police a compris que les suspects se comportent généralement différemment. Soit ils nient systématiquement leur implication, soit ils avouent leur culpabilité et montrent des émotions claires. Mais Céline ne correspondait à aucun des schémas de comportement connus, ce qui a laissé les détectives perplexes. À la fin de l'interrogatoire, les enquêteurs ont tenu une réunion opérationnelle. En conséquence, il a été décidé d'impliquer des psychiatres judiciaires dans l'affaire afin de fournir une évaluation objective de l'état mental de Céline. La demande adressée par la police au parquet faisait état de la nécessité d'une expertise psychologique psychiatrique de la suspecte, car son comportement lors des interrogatoires ne rentre pas dans les cadres habituels et soulève des inquiétudes quant à sa lucidité et à sa capacité à faire des déclarations véridiques. Les enquêteurs ont également consulté les dossiers médicaux antérieurs et les visites chez le médecin de Céline, qui n'avaient pas été examinés en détail auparavant. L'attention de la police a été attirée par les consultations régulières de la femme chez des psychologues et des psychiatres qu'elle avait fréquentés ces dernières années. Cependant, aucun diagnostic précis ni aucune explication claire de la raison de ces consultations n'ont été trouvés dans les documents originaux. Ainsi, l'enquête a atteint le stade où la simple recherche d'un coupable est devenue une tâche beaucoup plus complexe. Désormais, les détectives devaient déterminer si Céline n'avait pas réellement pu être consciente de ses actions le jour de la disparition d'Élodie. La prochaine étape devait clarifier définitivement ce qui se passait réellement dans l'esprit de la femme que toute la ville considérait comme une mère idéale et une victime des circonstances. Après l'examen psychiatrique de Céline, les policiers ont reçu un rapport qui a complètement changé la direction de l'affaire. Lorsque le rapport a été sur le bureau des enquêteurs, il est devenu clair qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus complexe qu'une simple disparition. L'expertise de la commission était sans équivoque. Céline souffre d'un trouble mental rare, connu sous le nom de trouble dissociatif de l'identité. En termes simples, cela signifie que dans la conscience de la femme coexistaient deux personnalités complètement différentes. La première personnalité, Céline elle-même, que tout le monde en ville connaissait comme attentionnée, attentive et émotionnellement stable. Mais à côté d'elle, selon l'avis des médecins, existait aussi une autre personnalité, un alter ego, qui se faisait appeler Sophie. Le rapport médical décrivait en détail que la personnalité appelée Sophie se démarquait complètement de la personnalité principale de Céline. Cette Sophie, selon le rapport, était agressive, conflictuelle,
sujette à des actions impulsives et hostiles envers les autres. Le plus important que les médecins aient de souligner était que, lors des consultations, la personnalité Sophie niait catégoriquement tout lien émotionnel ou connexion avec Élodie et exprimait même une aversion ouverte envers elle. Ces paroles ont été consignées par les psychiatres et ont choqué même les enquêteurs expérimentés. Les enquêteurs ont dû admettre que le comportement de Céline lors des interrogatoires précédents correspondait parfaitement au diagnostic décrit par les médecins. La femme se perdait souvent dans ses souvenirs, utilisait la troisième personne lorsqu'elle parlait d'elle-même et montrait des sautes d'humeur brusques. Tous ces signes correspondaient entièrement à l'état indiqué dans le rapport médical. Les psychiatres ont également noté que le changement de personnalité chez de tels patients peut se produire soudainement et effacer complètement les souvenirs de la personnalité précédente concernant ce qu'elle a fait ou dit. C'est précisément cette circonstance qui pourrait expliquer pourquoi Céline, lors des interrogatoires, affirmait sincèrement et de manière convaincante ne se souvenir de rien des événements du jour de la disparition. Elle ne pouvait vraiment pas se souvenir si à ce moment-là, Sophie avait le contrôle de sa conscience. Après l'apparition du rapport des médecins, l'affaire a eu pour la première fois de toute la période d'enquête officiellement un nouveau suspect, non pas une personne réelle et distincte, mais une personnalité alternative au sein de Céline elle-même. Pour l'enquête, ce fut un tournant totalement inattendu. Aucun des policiers n'avait été confronté à de tels cas auparavant, et cela compliqua considérablement le travail des détectives. Ils furent contraints de reconsidérer complètement leur version précédente et de recommencer l'enquête pratiquement depuis le début, en tenant compte de cet aspect psychiatrique complexe. Désormais, la police soupçonnait que le jour de la disparition d'Élodie, le contrôle de la conscience et du comportement de Céline aurait pu être entièrement aux mains de Sophie. L'alter ego aurait pu agir selon ses propres motifs et scénarios, qui ne correspondaient pas au désir conscient de Céline elle-même. Avec cette nouvelle information, les enquêteurs ont décidé d'examiner attentivement les événements passés et le comportement de la femme dans les jours précédant la disparition. Ainsi, l'affaire d'une simple disparition s'est transformée en une histoire complexe sur une personne dans laquelle vivent deux personnalités opposées. Désormais, la tâche de la police était de comprendre ce que Sophie avait fait exactement ce jour-là et comment cela pouvait expliquer la disparition d'Élodie. La prochaine étape de l'enquête devait apporter une réponse définitive et éclairer le rôle de chacune des personnalités dans cette histoire complexe et tragique. Après que la version de la dissociation de la personnalité chez Céline ait été officiellement confirmée par des psychiatres, les enquêteurs se sont de nouveau tournés vers les dessins trouvés dans la cave de la ferme. Ces images, qui semblaient au premier abord de simples gribouillis d'enfants, ont maintenant attiré l'attention précise de la police, car elles pourraient éclairer les événements précédant la disparition d'Élodie. Pour leur analyse, les enquêteurs ont invité une psychologue pour enfants ayant une grande expérience dans des situations similaires. La spécialiste a examiné chaque dessin en détail et a rédigé un rapport qui a considérablement modifié les idées de la police sur ce qui s'était passé. Selon son rapport, les dessins ont été clairement réalisés par une personne très jeune qui avait subi un grave traumatisme psychologique. Selon l'experte, les traits et la manière de dessiner reflétèrent le sentiment de peur et d'impuissance de l'auteur. Sur le premier dessin, la psychologue a remarqué la figure d'une femme adulte avec deux expressions faciales simultanément. Un côté semblait bienveillant et amical, l'autre agressif et effrayant. L'experte a conclu qu'un tel dessin indique que l'auteur était confronté au comportement imprévisible d'un adulte, probablement sa propre mère. Cela correspondait aux conclusions des psychiatres concernant la double personnalité de Céline. Le deuxième dessin a suscité encore plus d'inquiétude chez la psychologue. Il représentait une petite figure allongée sur le sol. Au-dessus d'elle trônait une figure adulte tenant un verre d'eau à la main, et sous le dessin était écrit en grandes lettres « Maman ne me donne rien à boire ». La spécialiste a souligné que de telles images indiquent directement des maltraitances graves et réelles de la part d'un adulte qui aurait dû assurer des soins et une protection. Selon elle, les dessins ne pouvaient pas être simplement le produit de l'imagination. Ils reflétaient trop précisément l'expérience de vie réelle de l'auteur. Le rapport de la psychologue a confirmé les craintes de l'enquête
et l'a renforcé dans sa conviction que l'alter ego de Céline, nommée Sophie, pourrait effectivement être impliqué dans les événements. Si la police avait auparavant considéré cette version avec prudence, il y avait maintenant une confirmation concrète de sa réalité. L'image de Sophie a cessé d'être seulement une idée abstraite des psychiatres et a pris des traits plus clairs et plus effrayants. Ces dessins sont devenus une partie importante de l'affaire et ont convaincu les détectives d'examiner plus attentivement la version de l'implication de Sophie dans la disparition d'Élodie. La police soupçonnait désormais que cette personnalité aurait pu être celle qui avait emmené Élodie au sous-sol et l'y avait retenue. Les enquêteurs devaient déterminer s'il était possible de séparer clairement les actions de Sophie de celles de Céline et comment établir le degré de leur responsabilité personnelle dans ce qui s'était passé. L'étape suivante consistait à approfondir l'examen du dossier médical de Céline et à tenter de trouver des preuves confirmant l'implication de l'alter ego dans les événements clés de cette journée. Lorsque la version impliquant la deuxième personnalité de Céline est devenue la principale, les enquêteurs ont néanmoins décidé d'examiner d'autres pistes possibles. L'une de ces pistes était l'ex-mari de Céline, le père d'Élodie. Au début de l'enquête, il n'avait pratiquement pas attiré l'attention, mais la police était obligée d'écarter tout doute. L'homme a de nouveau été rencontré et interrogé en détail sur les événements des dernières années. Dans ses déclarations, il a affirmé qu'il avait longtemps cherché à récupérer Élodie, mais qu'il avait toujours rencontré la résistance de Céline et des autorités judiciaires. Il a expliqué qu'il s'était adressé à plusieurs reprises au tribunal pour obtenir la garde complète de sa fille, mais que le tribunal s'était à chaque fois rangé du côté de la mère. Selon l'homme, les juges croyaient au récit de Céline concernant les maladies graves et les hospitalisations régulières d'Élodie et estimaient que seule la mère pouvait prendre soin de manière adéquate d'une fille ayant un état de santé aussi complexe. Ces déclarations ont attiré l'attention des enquêteurs, car l'ex-mari a clairement laissé entendre qu'il ne croyait pas au diagnostic posé à Élodie. Selon ses propres termes, il n'a pas directement accusé son ex-femme, mais a souligné qu'il voyait quelque chose d'étrange, d'anormal dans ses récits. Il a mentionné que de nombreux symptômes disparaissaient immédiatement dès que la fille était admise à l'hôpital. L'homme a également dit à la police qu'il avait attiré l'attention des médecins sur ces circonstances à plusieurs reprises, mais que personne ne le croyait et considérait ses plaintes comme des tentatives de nuire à son ex-femme et de ruiner sa réputation. Malgré la gravité de ces déclarations, la police était obligée de vérifier son éventuelle implication dans la disparition d'Élodie. Les enquêteurs ont demandé une confirmation de son alibi pour le jour de la disparition. L'ex-mari de Céline a fourni des documents confirmant son départ à l'étranger. La police a eu en sa possession des copies de billets d'avion, des tampons de contrôle frontalier et des enregistrements vidéo des caméras d'aéroport, confirmant que l'homme n'était même pas en Belgique le jour de la disparition. Après une vérification détaillée de toutes les preuves présentées, les enquêteurs ont complètement exclu l'ex-mari de Céline du cercle des suspects. Son alibi s'est avéré inattaquable et les documents fournis ont été reconnus comme authentiques et crédibles. Néanmoins, ces déclarations se sont avérées extrêmement utiles pour l'enquête. Elles ont notamment confirmé qu'il avait exprimé des doutes sur la réalité de la maladie d'Élodie bien avant sa disparition et qu'il avait peut-être été le premier à remarquer les bizarreries dans le comportement de Céline. Ainsi, l'homme s'est avéré innocent. Mais ces paroles ont encore renforcé la version selon laquelle l'état d'Élodie et les nombreuses hospitalisations auraient pu être provoquées intentionnellement. Les déclarations de l'ex-mari ont donné à la police un motif supplémentaire d'examiner de plus près l'historique médical d'Élodie et les visites médicales de Céline. Les détectives ont compris que l'historique médical de la jeune fille pouvait cacher bien plus de détails sombres qu'ils ne l'avaient supposé au début de l'enquête. La prochaine étape de l'enquête devait clarifier définitivement le lien entre les diagnostics inventés, l'argent et le trouble de la personnalité de la mère. Afin de comprendre l'histoire complexe de Céline et de saisir les raisons de son état inhabituel, les enquêteurs se sont tournés vers des documents qui n'avaient pas encore été examinés. Ces documents concernaient une phase de la vie de Céline dont presque aucune de ses connaissances n'était au courant. Les archives de l'internat où la femme avait passé plusieurs années de son enfance sont tombées entre les mains de la police. Selon les notes du psychologue scolaire conservées depuis le début des années 90,
Céline présentait déjà à l'époque de graves problèmes émotionnels. Dans l'un des rapports du psychologue datant de l'année 1990, il était dit que la jeune fille était extrêmement renfermée et ne communiquait pratiquement avec personne. Elle n'avait pas d'amis proches et le contact avec ses pairs lui causait des difficultés considérables. Dans le même document, le psychologue a souligné que l'état émotionnel de Céline s'était fortement détérioré en raison d'un harcèlement constant de la part des autres élèves. À cette époque, l'apparition d'une amie imaginaire, que Céline elle-même appelait Sophie, a également été enregistrée pour la première fois. Le rapport du psychologue scolaire décrivait en détail que la jeune fille racontait régulièrement des histoires sur Sophie, comme si elle était une proche connaissance qui la protégeait constamment et était capable de se défendre contre ses harceleurs. Le psychologue a noté que la création d'une personnalité imaginaire est devenue, à son avis, un mécanisme de protection psychologique pour Céline contre le traitement cruel de ses pairs. Les dossiers scolaires ont confirmé que Céline était souvent harcelée par ses camarades de classe. Elle a été à plusieurs reprises ridiculisée et exclue des activités collectives. Les enseignants et le personnel de l'internat ont remarqué ces problèmes, mais aucune mesure sérieuse n'a été prise pour l'aider à faire face à la situation. Céline s'est de plus en plus repliée sur elle-même, et sa protectrice imaginaire, Sophie, est devenue sa seule échappatoire aux circonstances difficiles et douloureuses. En étudiant ces archives, les enquêteurs ont compris que le trouble dissociatif de l'identité, diagnostiqué chez Céline adulte par des psychiatres, pourrait avoir ses racines précisément dans cette phase lointaine de sa vie. C'est à ce moment-là que la personnalité Sophie est apparue pour la première fois dans la conscience de la jeune fille, afin de faire face à la pression psychologique constante et au sentiment d'impuissance. Mais avec l'âge et la maturation de Céline, cette personnalité n'a pas disparu, mais est, au contraire, devenue plus forte et s'est développée, se manifestant de plus en plus fréquemment et sous des formes plus graves. Dans les procès-verbaux de la commission psychologique, les enquêteurs ont également trouvé la confirmation que Sophie était une personnalité agressive et impulsive, qui apparaissait précisément dans les moments de crise émotionnelle ou de stress. Une telle personnalité correspondait entièrement à la description de Sophie, qui avait déjà été faite dans les documents scolaires du psychologue. Ces faits ont confirmé l'hypothèse de l'enquête selon laquelle l'alter ego de Céline n'était pas le fruit du hasard ou une simple invention. C'était le résultat d'un grave traumatisme subi pendant l'enfance. Mais même malgré la compréhension de la nature de cette deuxième personnalité, cela n'a pas exonéré Céline de sa responsabilité. La police comprenait très bien qu'elle avait affaire à une personne souffrant d'un grave trouble mental, mais l'enquête devait se poursuivre en tenant compte de tous les nouveaux détails. L'alter ego. Sophie, bien qu'il ait été créé il y a de nombreuses années comme mécanisme de protection, était désormais perçu comme un participant à part entière au crime. Ainsi, les documents des archives scolaires ont fourni à l'enquête des informations importantes sur l'origine et le développement des problèmes psychologiques de Céline. Les policiers pouvaient désormais mieux comprendre la motivation et le comportement de la suspecte. L'étape suivante consistait à examiner en détail les documents médicaux et les consultations avec les médecins qui avaient suivi Céline à l'âge adulte. C'est précisément ces données qui devaient montrer à quel point sa deuxième personnalité était profondément ancrée dans la conscience de la femme et si Sophie était capable de prendre des décisions de manière autonome et indépendante au moment de la disparition d'Élodie. Lorsque les policiers ont décidé d'organiser une séance thérapeutique en présence d'un détective, personne n'était convaincu de son efficacité. Le psychiatre invité à s'entretenir avec Céline était spécialisé dans les cas complexes et a prévenu à l'avance qu'une communication avec Sophie était possible, mais imprévisible. Pendant la rencontre au bureau, un enquêteur était également présent, qui a enregistré chaque action de la suspecte. Au début, Céline était calme et paraissait indifférente, mais dès les premières questions du psychiatre, son comportement a complètement changé. La voix de la femme est devenue plus rauque, son regard froid, ses gestes vifs et assurés. Le psychiatre a immédiatement fait comprendre à l'enquêteur qu'il ne s'agissait plus de Céline, mais de sa deuxième personnalité, Sophie.
La conversation s'est déroulée avec prudence. Le psychiatre a évité les accusations directes et a posé des questions sur l'endroit où se trouvait Élodie de manière neutre et calme. La réponse de Sophie a sonné avec assurance et sans hésitation. Elle a brièvement expliqué qu'Élodie était maintenant là où rien ne la menaçait. L'enquêteur a noté dans le procès-verbal que la voix de la suspecte était ironique, comme si elle jouait délibérément avec la police. Le psychiatre a poursuivi la conversation avec prudence, tentant d'obtenir des informations plus précises de Sophie. Il s'est enquis de ses actions le jour de la disparition d'Élodie, mais elle a répondu de manière évasive. À la question de savoir ce qui s'était exactement passé, Sophie a seulement répété qu'elle avait caché Élodie pour qu'elle soit en sécurité. Elle parlait froidement, sans émotion, et absolument convaincue de sa justesse. L'atmosphère est devenue de plus en plus tendue. Sophie a démontré à chaque question de plus en plus sa supériorité sur Céline, la qualifiant de faible et incapable de prendre les décisions nécessaires. Selon Sophie, elle a été forcée d'intervenir, car la situation aurait pu autrement se terminer bien plus mal. Le psychiatre a tenté d'obtenir des détails, mais n'a rencontré qu'un silence catégorique. À un certain moment, le psychiatre a sorti une carte et a proposé à Sophie de montrer l'endroit où se trouvait Élodie. Elle a regardé la carte d'un air interrogateur pendant quelques secondes, puis a calmement désigné un point en dehors de la ville, près d'une forêt, où se trouvait une vieille maison abandonnée. Les enquêteurs ont très bien compris la signification de ce geste. Formellement, Sophie n'avait fait aucune déclaration directe et n'avait pas avoué sa culpabilité. Cependant, son indication d'un lieu précis équivalait pratiquement à un aveu. Les policiers n'étaient pas conscients que, très probablement, l'enfant disparu, Élodie, serait retrouvée là. Après cela, la conversation a pris fin. Le psychiatre a remarqué que la personnalité de la suspecte est revenue à Céline, qui à ce moment-là semblait perdue et ne se souvenait de rien de ce qui avait été discuté. Ces observations ont été détaillées dans le procès-verbal et sont devenues une partie des preuves qui ont confirmé le diagnostic des psychiatres. Maintenant, l'enquête faisait face à une nouvelle tâche. Il était nécessaire de vérifier les paroles de Sophie et d'inspecter le lieu qu'elle avait indiqué. Les policiers ont compris que le résultat de cette vérification pourrait définitivement confirmer l'implication de l'alter ego de Céline dans les événements. Même un an après la clôture officielle du dossier, le détective Luc était toujours rongé par le doute. Il se souvenait constamment de la séance où l'alter ego de Céline, Sophie, avait indiqué l'endroit où Élodie avait été retrouvée. À l'époque, tout semblait évident aux enquêteurs, et personne ne s'était soucié du fait que certains détails ne correspondaient pas à la version finale. Un tel détail en particulier ne laissait pas Luc tranquille. Un soir, il a de nouveau sorti les vieux dossiers et les a étalés devant lui sur la table. Devant lui se trouvaient 2 photos qui, en apparence, ne pouvaient avoir aucun lien. La première photo a été prise lors d'une soirée de charité environ 1 mois avant le jour de la disparition d'Élodie. Elle montrait une Céline souriante accueillant des invités. Sur l'image, ses boucles d'oreilles étaient là clairement visibles, de grosses perles qu'elle portait souvent lors d'événements publics. La seconde était un dessin trouvé dans le sous-sol de la maison abandonnée. Sur ce dessin, une figure féminine, qualifiée par l'auteur de méchante maman, était représentée d'une main d'enfant. Et aux oreilles de cette figure étaient de dessiner exactement les mêmes boucles d'oreilles en perles. Luc l'avait déjà remarqué lors de la première lecture des documents, mais n'y avait pas accordé beaucoup d'importance à l'époque. Maintenant, cependant, il a lu attentivement la liste d'inventaire des effets personnels de Céline qui avait été établie le jour de la disparition. Le document était clair et ne laissait aucun doute. Les boucles d'oreilles en perles se trouvaient à la maison, dans une boîte à bijoux, et ce jour-là, la femme ne les avait pas portées. C'était étrange. Si le jour de la disparition, la conscience de Céline était contrôlée par la personnalité Sophie et qu'elle ne portait pas de boucles d'oreilles, comment Élodie pouvait-elle les dessiner dans le sous-sol? Ce détail contredisait complètement la version officielle de l'enquête et l'expertise médicale. Luc a compris que le dessin n'avait pas pu être créé ce jour-là.
Très probablement, Élodie avait dessiné de mémoire. Cela signifiait qu'elle n'avait pas représenté les événements du jour de la disparition, mais ce qui se passait régulièrement et de manière répétée. Et sur les dessins, ce n'était pas Sophie qui était représentée, mais Céline elle-même, la femme que toute la ville considérait comme une mère attentionnée. Le détective a de nouveau examiné les autres dessins et note. Il est devenu évident que la jeune fille essayait depuis longtemps de raconter ce qu'elle devait traverser dans sa vie normale. Sophie n'était peut-être qu'une partie de l'image, mais la principale source de menace avait apparemment toujours été la même. Ce petit détail, ces boucles d'oreilles, a permis à Luc d'envisager l'affaire sous un tout autre angle. Il était désormais certain que les archives ne contenaient pas seulement l'histoire d'un trouble psychique, mais quelque chose de bien plus terrible. Le véritable coupable était resté impuni tout ce temps, et Luc était confronté à la tâche de convaincre à nouveau ses collègues que la vérité était bien plus complexe que le rapport officiel. Après avoir trouvé la contradiction avec les boucles d'oreilles, Luc a compris. Il devait chercher une confirmation dans les documents qui pouvaient éclairer tout ce qui s'était passé avant la disparition d'Élodie. Il a fait une demande officielle aux archives de l'hôpital, demandant le dossier médical complet pour toutes les années d'observation. Quelques semaines plus tard, plusieurs dossiers contenant des dizaines de rapports, d'analyses et d'expertises ont été livrés à son bureau. Luc a commencé à faire correspondre les dates d'hospitalisation d'Élodie avec un calendrier sur lequel étaient notés les quarts de travail et les congés de Céline. Le tableau s'est assemblé à une vitesse effrayante. Chaque cas d'aggravation de l'état d'Élodie coïncidait avec les jours où la mère était présente, à la maison ou en vacances. Dès que la jeune fille était admise à l'hôpital et restait sous la surveillance du personnel, son état se stabilisait rapidement. Après sa sortie et son retour à la maison, les crises se répétaient. Luc a dressé un tableau chronologique et l'a envoyé à un pédiatre indépendant qui n'était pas lié à la ville de Dinan. Le médecin a examiné les documents et a rendu un avis officiel. Les symptômes décrits dans les rapports ne correspondaient à aucune des maladies répertoriées. Leur apparition et leur disparition dépendaient directement des actions de la mère. Selon l'expert, tous les signes indiquaient un syndrome de Munchausen par procuration, un trouble rare dans lequel un soignant provoque ou simule délibérément des symptômes de maladie chez une personne proche afin d'obtenir la compassion et l'attention des autres. Pour Luc, c'était le point final. Tous les détails qui auparavant ne s'assemblaient pas ont enfin pris tout leur sens. Élodie a vécu des années dans un état de menace constante, et les maladies pour lesquelles toute la ville la plaignait étaient artificiellement provoquées. Céline ne sauvait pas, mais détruisait lentement la santé de sa propre fille, transformant ses souffrances en un outil pour obtenir compassion et admiration. Il était désormais clair que Sophie n'était pas une meurtrière. Elle était la partie de la conscience de Céline qui tentait d'arrêter ce qui se passait. L'enlèvement d'Élodie n'était pas un crime, c'était une tentative désespérée de protection. Sophie avait caché la jeune fille dans la maison abandonnée pour la sauver de sa mère. Mais le contrôle n'a pas duré longtemps, et lorsque Céline a repris conscience, il était déjà trop tard. Pour l'enquête, cette découverte fut un véritable choc. Toutes les versions établies 1 an auparavant s'effondrèrent. La véritable criminelle n'était pas l'alter ego, mais Céline elle-même, celle que toute la ville considérait comme un exemple d'amour maternel. Il était temps de reconstruire entièrement la chronologie des événements du 12 septembre 2003, le jour où tout s'est déroulé différemment de ce qui avait été supposé au début de l'enquête. Grâce aux nouvelles données découvertes par le détective Luc, il est désormais possible d'imaginer, étape par étape, littéralement minute par minute, ce qui s'est exactement passé entre Céline et Élodie à ce moment-là. Vers 14h, Céline se trouvait chez elle. Pour le monde extérieur, c'était un jour absolument ordinaire, qui ne différait pas de dizaines d'autres. Mais au sein de la famille, tout était différent. À ce moment-là, Céline préparait une autre dose d'un médicament qui, selon la version officielle, devait soulager l'état d'Élodie. En réalité, c'était quelque chose qui entraînait une aggravation du bien-être de la jeune fille
et renforçait les symptômes qui poussaient tout le monde autour d'elle à compatir avec la mère et à admirer son incroyable persévérance. Cependant, cette fois, les événements ont commencé à se dérouler selon un tout autre scénario. Vers 14h30, Céline se trouvait dans un état de forte tension émotionnelle et c'est à ce moment-là que sa conscience est passée à une autre personnalité. C'est le moment où Sophie, qui avait longtemps dormi dans les profondeurs de la conscience de la femme, a pris le contrôle de la situation. Elle était clairement consciente de ce que Céline allait faire et comprenait parfaitement qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Pour la première fois depuis longtemps, l'alter ego Sophie a eu la possibilité d'agir sans entrave. Exactement à 14h45, Sophie, agissant rapidement et résolument, est arrivée au parc municipal où Céline avait précédemment laissé Élodie sous la surveillance d'autres adultes. Un voisin âgé à proximité, observant la scène, a remarqué que le visage de Céline semblait extrêmement tendu et même effrayant. Mais il ne pouvait bien sûr pas deviner qu'il ne s'agissait pas de Céline elle-même, mais de sa deuxième personnalité qui tentait de sauver la jeune fille. À ce moment-là, Sophie ne pensait ni aux témoins ni aux conséquences. Son seul but était de soustraire rapidement Élodie à l'influence de Céline et de l'emmener là où personne ne pouvait lui faire de mal. La jeune fille faisait confiance à sa mère et la suivait bien sûr, calmement, sans comprendre que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Une demi-heure plus tard, vers 15h15, Sophie emmena Élodie dans une vieille ferme abandonnée et pratiquement oubliée des gens. Elle connaissait cette maison depuis son enfance et il lui semblait que cet endroit serait la cachette idéale où Céline ne chercherait jamais sa fille. Dans la maison, Sophie laissa une réserve de nourriture, plusieurs bouteilles d'eau et des vêtements chauds. Elle était pressée, nerveuse et n'avait pas réfléchi à son plan jusqu'au bout, croyant que quelqu'un trouverait Élodie bientôt et pourrait mieux la protéger qu'elle-même. À 15h25, Sophie, convaincue d'avoir fait tout son possible pour mettre la jeune fille en sécurité, retourna en ville. Elle tentait de se comporter naturellement, de faire en sorte que personne ne se doute de rien. Mais quelques minutes plus tard, ce que Sophie n'avait pas pu prévoir et éviter arriva. Son contrôle disparut brusquement. La conscience retourna à Céline, qui se réveilla complètement confuse et ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Seule dans la voiture, elle paniqua en remarquant qu'Élodie n'était nulle part. Exactement à 15h30, Céline, en panique totale face à ce qui s'était passé, composa le numéro des services d'urgence et signala la disparition de sa fille. Sa voix semblait sincère et convaincante, et la police ne douta pas de la véracité de ses paroles. À l'époque, personne ne pouvait imaginer que le véritable scénario de cette journée était bien plus complexe et terrible qu'il n'y paraissait au premier abord. La tragédie a consisté en ce que la tentative de sauvetage entreprise par Sophie a été infructueuse et même fatale. En raison d'un manque d'expérience, de temps et d'une préparation insuffisante pour une telle démarche, Sophie n'a pas pu assurer une protection à long terme pour Élodie. Elle a agi impulsivement, guidée uniquement par le désir d'aider la jeune fille à échapper à une nouvelle menace de la part de sa mère. Cependant, en raison du changement abrupt de personnalité et de l'incapacité à maintenir le contrôle longtemps, elle n'a fait qu'aggraver la situation. Ainsi, il est finalement apparu clairement que l'enlèvement d'Élodie n'était pas une intention malveillante ou un crime délibéré. C'était une tentative désespérée et maladroite de la sauver d'une personne que toute la ville considérait comme un exemple d'amour et de bienveillance. Sophie n'était pas la coupable de la tragédie, mais plutôt sa victime indirecte, prise au piège de la complexe maladie mentale de Céline. Luc devait veiller à ce que cette nouvelle vérité soit entendue et acceptée par ses collègues, malgré toute la complexité et la douleur d'une telle version des événements. En juin 2004, avant même que Luc ne commence à examiner en détail les dossiers, le tribunal de Dinan a rendu une décision finale dans cette affaire. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer à quel point ce jugement se révélerait erroné. Le juge a lu la décision, basée sur les résultats de l'expertise psychiatrique, selon laquelle Céline a été jugée incapable de reconnaître les conséquences de ses actes.
Dans le verdict officiel, les mots qui sont devenus plus tard décisifs et définitifs sont tombés. L'accusé est déclaré non coupable pour cause d'irresponsabilité pénale au moment des faits. S'ensuivit la peine habituelle dans de tels cas. Céline fut condamnée à être internée de force dans un établissement psychiatrique fermé, sans le droit d'en sortir de sa propre volonté. À l'époque, ce verdict semblait juste et logique à tous, au tribunal, à la police et aux habitants de la ville. Le juge s'était appuyé sur les expertises médicales, qui étaient à ce moment-là reconnues comme la seule version possible et correcte des événements. Juridiquement, tout était réglé de manière impeccable, et personne ne voyait de raison de douter de la justesse de la décision prise. Cependant, c'est précisément cette impeccabilité juridique du verdict qui est devenue plus tard un obstacle insurmontable lorsque le détective Luc a trouvé de nouvelles preuves qui réfutaient complètement la version initiale de l'enquête. Luc a présenté toutes les données qu'il avait recueillies au ministère public, dans l'espoir d'une réouverture du dossier. En réponse, il a cependant reçu un avis juridique sans équivoque. Le principe non bis in idem, l'un des plus importants du droit belge, interdit de poursuivre une personne une seconde fois pour le même crime si un jugement a déjà été rendu et est entré en vigueur. Cela signifiait que, aussi convaincante et irréfutable que fut l'enquête de Luc, il était juridiquement impossible de modifier l'issue de l'affaire. Même en présence de preuves absolument évidentes que Céline avait commis des actes cruels envers Élodie, le tribunal ne pouvait pas réexaminer sa culpabilité et encore moins rendre un nouveau jugement. Ainsi, malgré tous les efforts et la rigueur de l'enquête de Luc, il était officiellement impossible de déclarer Céline coupable. Le système judiciaire était piégé par ses propres lois, et la femme, longtemps considérée par tous comme un modèle d'amour et de sacrifice, n'a jamais été punie pour ce qu'elle avait fait à sa fille pendant toutes ces années. Luc a compris que c'était une véritable tragédie juridique qui resterait à jamais dans les archives de la police. Quelques mois seulement après que Luc ait reçu le refus officiel de réouverture du dossier, il a pris une décision qui était le résultat logique de toute cette histoire. Au début de l'année 2005, une lettre de démission du détective Luc, à sa demande, se trouvait sur le bureau du chef de la police de Dinan. Les collègues savaient, bien sûr, pourquoi il partait, même si personne n'en parlait ouvertement. Luc ne pouvait tout simplement pas accepter qu'une personne dont la culpabilité était évidente échappe à la responsabilité grâce à une subtilité juridique formelle. Des années plus tard, en l'an 2015, une nouvelle entrée, la dernière à ce jour, est apparue dans le dossier médical de Céline, rédigé par un psychiatre de l'établissement de soins fermés. L'entrée était courte, mais contenait des informations qui mettaient un point final à son histoire personnelle. On y lisait « La patiente est stable. La personnalité Céline ne se manifeste plus. La personnalité Sophie domine. Aux questions sur le passé, elle refuse catégoriquement de répondre. Formellement, Céline restait sous surveillance médicale. Mais en fait, la personnalité que les habitants de Dinan connaissaient et dont on avait tant parlé au tribunal n'existait plus. Elle avait été entièrement remplacée par Sophie, celle qui avait autrefois tenté d'arrêter le crime. Céline avait disparu pour toujours, cachée derrière un diagnostic devenu une excuse commode, échappant ainsi définitivement à la responsabilité de ses actes. Quant à Luc, après avoir quitté la police, il n'a plus jamais touché à cette histoire et n'a fait aucun commentaire à ce sujet. D'une certaine manière, il avait perdu. Le système ne lui avait pas permis d'obtenir une véritable justice, et celui qui avait commis des actes terribles était resté impuni. Luc a choisi la paix personnelle, a abandonné le combat insensé et a décidé qu'il pourrait continuer à vivre, au moins avec la certitude d'avoir fait tout ce qui était possible. Ainsi, toute la vérité sur ce qui est arrivé à Élodie est maintenant entièrement révélée. On sait que Céline a torturé sa fille pendant des années pour sa propre attention et que l'alter ego Sophie a fait une tentative infructueuse de préserver Élodie de nouvelles souffrances. Mais malgré toute l'évidence de cette tragédie, un moment important est resté inconnu. La perte de mémoire de Céline était-elle un réel phénomène psychique ? Ou a-t-elle délibérément mis en scène le dernier acte de son spectacle pour se débarrasser à jamais de la témoin de ses crimes ? Cela est resté un mystère dans les dossiers, à jamais caché sous le sceau du secret.